Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous ne sommes pas ce soir dans notre studio habituel de la rue Cognac-Gênes. Nous sommes installés là, à l'endroit même où vont converger tout à l'heure tous vos appels. Nous sommes en effet installés au central SVP et si nous avons changé notre dispositif habituel, c'est pour essayer d'établir avec vous et notre invité unique ce soir, Alexandre Solzhenitsyn, un contact plus sensible, un contact plus concret. Alexandre Solzhenitsyn est donc ici avec nous puisqu'il a accepté de répondre à vos questions. Je ne crois pas qu'il soit utile de vous le présenter. Disons simplement que c'est un écrivain soviétique, exilé de son pays depuis 2 ans, depuis 1974. C'est l'auteur d'un certain nombre de romans, de livres qui ont connu presque tous un grand succès. Pour n'en citer que quelques-uns, mentionnons Le Premier Cercle, Le Pavillon des Cancéreux, Une journée d'Ivan Denisovitch, et puis les 3 tomes maintenant de l'archipel du Goulag, dans lesquels Alexandre Solzhenitsyn dénonce la répression terrible qui s'opère dans les prisons et dans les camps de concentration soviétiques à l'égard des opposants du régime. Il faut dire d'ailleurs que Alexandre Solzhenitsyn connaît parfaitement ces camps et ces prisons soviétiques puisqu'il y a passé 8 ans de sa vie. Depuis qu'il a été exilé du RSS, depuis 2 ans maintenant, Alexandre Solzhenitsyn a beaucoup voyagé. Il est allé en France, il est allé aux États-Unis, il est allé au Canada, il est allé en Angleterre. Et partout, il a dénoncé ce qui se passe en URSS et surtout, il a mis en garde les Occidentaux contre ce qu'ils considèrent être pour eux un très grand danger, contre la détente entre les 2 blocs, la détente entre l'Est et l'Ouest. Mais de cela, nous parlerons tout à l'heure. Nous parlerons d'ailleurs de bien d'autres choses puisque, je vous l'ai dit il y a un instant, Alexandre Solzhenitsyn a accepté ce soir d'être votre interlocuteur privilégié, d'être face à face avec vous-même et de répondre à toutes les questions que vous voudrez bien lui poser tout à l'heure, quelles que soient ces questions, même si elles lui sont défavorables. Alors, comment va fonctionner notre système? Eh bien, dans un instant, vous allez découvrir l'autre partie des SVP, vous allez découvrir Armand Jameau, vous allez découvrir Guy Darbois, Gilbert Kahn, qui, tout au long de cette soirée, vont recevoir vos questions, vont les trier, vont les sélectionner, grâce à l'aide, bien entendu, de tous les standardistes d'SVP. Vous voyez en ce moment nos camarades, Armand Jameau, Guy Darbois, Gilbert Kahn. Je vais leur demander d'ailleurs de vous donner davantage de précision sur le dispositif. Eh bien, Alain Jérôme, le dispositif est en place. Les personnes qui doivent y travailler vont arriver dans quelques minutes, dès le début du film, et puis les fiches vont arriver. Il y a le standard où arrivent les appels, puis ces appels des téléspectateurs sont répercutés vers des opérateurs et des opératrices qui, sous la dictée des téléspectateurs, prennent la question de chacun. Cette question est inscrite sur une fiche, et puis les fiches, vous le verrez à la fin du film, vont arriver sur ce bureau. Et je crois que nous ne serons pas trop de 3 avec Armand Jameau et Gilbert Kahn pour les dépouiller et poser le maximum de questions qui intéresseront l'ensemble des téléspectateurs. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Je dois dire, Alain, que les téléspectateurs doivent attendre que, comme d'habitude, comme chaque semaine, le panneau, pendant le film, vers 21h10, passe pour leur indiquer qu'à partir de ce moment-là, ils pourront nous appeler et ils auront plus de 2h15 pour nous appeler. Bon, c'est-à-dire à peu près dans une demi-heure. Alors, avant d'entendre notre invité unique ce soir, Alexandre Solzhenitsyn, répondre aux premières questions qui parviendront à SVP, je vous propose de regarder ensemble un film qui s'intitule Une journée d'Ivan Denisovitch. C'est un film qui est tiré justement d'un des romans de notre invité de ce soir et qui raconte une journée dans un camp de travail.
Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure en commençant cette émission, et là je m'adresse à ceux qui auraient pris cette émission pendant le film, nous ne sommes pas dans notre studio habituel de la rue Cognac-Gênes, nous sommes installés dans les locaux de SVP, là même où vos appels téléphoniques vont converger tout au long de la soirée. Ils sont déjà très nombreux au standard, un standard qui se trouve à quelques mètres de nous, dans une autre pièce, un standard que vous allez voir dans un instant, un standard où se trouvent réunis Marcel Julien, Armand Jameau, Guy Darbois, Gilbert Kahn, qui vont tout au long de cette soirée recevoir vos questions transmises par les standardistes et qui vont les trier, les sélectionner et les poser à M. Solzhenitsyn. M. Solzhenitsyn est ici avec nous. Je voudrais d'abord le remercier en commençant cette émission d'avoir accepté ce face-à-face avec vous, c'est-à-dire avec les téléspectateurs qui nous regardaient en ce moment même par millions, et dire qu'il a regardé ce film, Une journée d'Ivan Denisovitch, avec un certain nombre de remarques qu'il a faites tout au long du film. Mais comme je sais qu'il y a de votre côté, c'est-à-dire du côté du Standard, du côté d'Armand Jameau, de Marcel Julien, de Guy Darbois et de Gilbert Kahn, un certain nombre de questions qui, justement, ont trait au film et à la façon dont l'œuvre d'Alexandre Solzhenitsyn a été respectée, je vous propose de peut-être commencer par là et de nous donner lecture des premières questions qui vous sont parvenues sur ce point précis. Eh bien d'abord, Guy Darbois. Alain et M. Solzhenitsyn, je vous montre les premières fiches qui sont arrivées depuis à peu près 1 heure. Nous en avons vraiment partout et nous sommes capables maintenant, nous en sommes persuadés, de faire l'émission pendant au moins 10 heures, tant la curiosité des téléspectateurs est grande en ce qui concerne l'aventure complète d'Alexandre Solzhenitsyn. Alexandre Solzhenitsyn, sur la personne duquel déjà les téléspectateurs portent des jugements différents. Pour certains, on lui reproche d'être un agent de propagande anti-soviétique et anticommuniste. On lui reproche également de tout faire pour que la détente n'existe plus. Pour d'autres, et ils sont très nombreux, il faut le dire, c'est à la fois un héros, un martyr, un prophète. Il reçoit des témoignages d'amitié, de félicitations, on lui dit merci. Et puis aussi, je le disais, on le prend pour un prophète parce qu'on lui pose des questions sur la situation en Iran, en Amérique latine, en Afrique, un peu partout. Je dois dire aussi qu'il y a effectivement des questions sur le film. On lui demande par exemple, c'est une documentaliste, Madame Hay de Chevilly-Larue, qui lui demande si le film satisfait l'auteur du livre, s'il considère qu'il est fidèle à son ouvrage. Est-ce que vous voulez répondre? Je dois dire que le metteur en scène et les acteurs de ce film ont abordé le film avec beaucoup d'honnêteté et avec une grande pénétration. Ils n'ont pas éprouvé tout cela. Ils n'ont pas vécu cela. Mais ils ont réussi à pénétrer, à deviner cette atmosphère perçante et ont réussi à donner ce tempo de la vie dans les camps qui remplit la vie d'un détenu pendant 10 ans, parfois même pendant 25 ans, s'il ne meurt pas avant, comme cela arrive le plus souvent. Quelques petits reproches peuvent être faits à l'exécution. Le plus souvent, c'est là où l'imagination occidentale ne peut absolument pas se représenter les détails de cette vie. Par exemple, pour notre œil à nous, pour mon œil à moi, ou bien si mes amis soviétiques pouvaient le voir, les anciens zèques, est-ce qu'ils verront jamais ce film? Pour notre œil, par exemple, les uniformes sont trop propres. Presque tous sont beaucoup trop replets, mais en fait, ils étaient tous à la limite de la mort. Les joues étaient caves, les forces, ils n'avaient plus de force du tout. Dans les baraques, il fait si chaud que le Lituanien se trouve ici mains nues et pieds nus. C'est impossible, il aurait gelé. Mais ce sont des remarques tout à fait secondaires. Mais dans l'ensemble, je dois dire que je suis étonné comment l'auteur de ce film
a pu comprendre à ce point-là et avec sincérité, sans aucun but extérieur, essayer de rendre aux spectateurs occidentaux nos souffrances. Vous avez passé combien de temps dans un camp comme celui-ci? Dans ce camp spécial du type Bagnères, j'ai passé 3 ans. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore en 1976 des camps comme celui-là? Vous savez que précisément je suis en train d'écrire, enfin dans le 3e tome de l'archipel qui vient de paraître, dans la 7e partie, Staline n'est plus, mais dans cette étonnante histoire, à tel point notre système est fermé par lui-même que Khrouchtchev avait pleuré sincèrement sur Ivan Denisovitch et la même année, il avait donné sa signature à 4 régimes pénitentiaires qui existent jusqu'à maintenant, dont les 2 les plus sévères dépassent même le régime que nous venons de voir. En d'autres termes, malheureusement, ce film ne parle pas du passé. Ce film parle également du présent. Et là, il faut faire la remarque suivante. Dans le 3e tome de l'archipel, j'écris également « Les temps passent et il est plus commode aujourd'hui. Tous ceux qui protestent, tous ceux qui ne correspondent pas en province aux vues officielles, il est préférable de les coffrer non pour des lois politiques, mais pour des lois criminelles. Et c'est ainsi qu'il y a des camps. D'après Andrei Sakharov, il y aurait 1,5 million de détenus actuellement. Je ne conteste pas ce chiffre, mais toute notre statistique est secrète. Il y a des camps énormes et avec un régime comme nous venons de voir. Une autre question? C'est Armand Jameau qui la pose. Oui. Bien, avant de poser une question, la question d'un téléspectateur à M. Solzhenitsyn, il y a une question à laquelle je dois personnellement répondre sous le contrôle du président Julien. Il y a une question que nous retrouvons fréquemment dans les fiches et qui nous demande pour quelles raisons nous avons diffusé ce débat ce soir, programmé ce débat ce soir entre les 2 tours des élections cantonales. Alors, première information, nous n'avons pas véritablement choisi cette date, c'est M. Solzhenitsyn lui-même qui l'a choisi. Nous avons négocié avec lui depuis très longtemps et M. Solzhenitsyn n'avait de date disponible que celle-ci. Deuxième considération, je ne vois pas en quoi évoquer la situation dans les camps soviétiques a un quelconque rapport avec la vie politique en France. Cela dit, je voudrais poser la question d'un téléspectateur, qui est aussi une question qui m'intéresse personnellement. Pourquoi M. Solzhenitsyn... Moi, je peux... Attendez, pourquoi M. Solzhenitsyn est-il allé dans un camp... Oh, attendez, s'il vous plaît. C'est pour... Allons-y, allez-y, monsieur. C'est pour parler. On commençait il y a plus de 3 mois. Ce genre de voyage, il faut les concerter bien à l'avance. Et que vous aviez des élections cantonales, moi je ne l'ai appris qu'aujourd'hui. Bien, la question du téléspectateur est la suivante. Il y a un rapport. Il y a un rapport dans l'échelle des choses. Et cette question m'étonne quelque peu. Est-il possible qu'en ayant vu ce film, on puisse poser ce genre de questions? Armand Jameau. Bon, maintenant, venons-en à la question que je voulais poser au nom des téléspectateurs qui l'ont posée. Pourquoi M. Solzhenitsyn a-t-il été interné si longtemps dans les camps? A-t-il fait l'objet d'un procès régulier? A-t-il bénéficié de l'assistance d'un avocat? Je dois dire que, précisément, dans ce torrent de plusieurs millions d'hommes, je ne considère pas que je suis une victime tout à fait innocente, d'après l'échelle de cette époque-là. En réalité, au moment de mon arrestation, je suis arrivé à avoir une opinion tout à fait destructrice de Staline. Et même avec mon ami,
qui a partagé mon sort, nous avons signé un document en commun sur la nécessité de modifier l'appareil gouvernemental soviétique. Je ne me suis jamais senti véritablement arrêté comme un innocent. Mais quand j'ai été dans ce torrent, j'ai été frappé que le torrent, lui, était constitué d'innocents. Que les gens avaient été envoyés vraiment pour rien, vraiment pour absolument rien. Précisément comme Ivan Denisovitch Choukhov, le héros de ce film. Est-ce que vous avez, pour reprendre la deuxième partie et la troisième partie, est-ce que vous avez été jugé régulièrement et est-ce que vous aviez un avocat pour vous défendre? Il n'y a eu aucun tribunal, aucun jugement. C'était simplement la commission spéciale. C'est une troïka de personnes fermées, secrètes. Il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun avocat. On vous donne simplement un papier et vous devez signer que vous avez écopé de 8 ans. Autre question? Gilbert Kahn. Oui, une question qui revient à plusieurs reprises dans les appels que nous avons eus ce soir. Dans ces camps de travail que connaît bien Solzhenitsyn, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y avait des cours d'endoctrinement politique? Voilà encore un privilège des camps staliniens par rapport à ceux d'aujourd'hui. Non. Non, il n'y avait aucun travail politique précisément dans ces camps spéciaux qui ont été montrés dans ce film. Il n'y avait aucune radio qui nous matraquait. C'était véritablement notre bonheur. Dans certains camps de ce type, nous avions des chaînes. Les prisonniers portaient des chaînes, mais jamais de travail politique avec les prisonniers. La difficulté des camps actuels, c'est que actuellement, on oblige les détenus à écouter une propagande insupportable et l'approuver, sans quoi on les envoie dans les cachots. Pourquoi avez-vous été libéré? J'ai été libéré quand j'ai eu purgé ma peine et sans aucun jugement, sans aucune sentence, uniquement par une signature donnée au bout de papier, on m'a donné la relégation perpétuelle, à perpétuité. Si les camps n'avaient pas été dissous, si Staline n'était pas mort, je suis resté encore 3 ans dans les camps, sans quoi je serais resté encore plus longtemps. Une autre question? Armand Jameau. Beaucoup de téléspectateurs voudraient savoir quels sont, d'une façon générale, les motifs pour lesquels des personnes, comme M. Solzhenitsyn, se trouvent internées dans les camps en Union soviétique. Quels sont les différents motifs de ces internements? Je voudrais bien distinguer le temps où, quand j'ai été dans les camps et le temps actuel. À mon époque, en 45-46, quand j'ai été dans les camps, nous, ceux qui ont été coffrés pour délit d'opinion, nous n'étions pas très nombreux. Il y avait un immense torrent de tous ceux qui s'étaient trouvés en Europe. D'après les constatations de la commission de rapatriation, aussitôt après la guerre, les autorités soviétiques ont réussi à récupérer d'Europe occidentale plus de 5 millions de personnes. Comme nous l'apprenons aujourd'hui dans les documents américains et anglais, plus d'1,5 million ont été rapatriés de force ou par traîtrise. Une très grosse propagande avait été développée en Europe selon laquelle le système avait changé, qu'il n'y avait plus d'incarcération, que les kolkhozes ont été dissous, que l'Église est désormais libre, que la Russie avait été reconstituée et non pas l'URSS du point de vue de l'esprit.
Et plusieurs millions ont cru et comme des papillons se sont portés vers le feu. Et à mon époque, dans ces torrents, il y avait énormément de rapatriés. Je ne vais pas retenir l'attention du téléspectateur trop longtemps. Tous ces torrents ont été décrits par moi dans l'archipel tome 1. Il y avait des torrents depuis 1917 et jusqu'à maintenant, mais ils étaient modifiés de temps en temps. Aujourd'hui, je voudrais expliquer pour que ça soit bien compris. De prisonniers politiques, semble-t-il, nous n'en avons pas tellement. Certains, évidemment, on les cache dans les prisons psychiatriques. Mais des gens qui ne sont pas commodes, qui protestent contre les autorités, qui dénoncent sur place, on les juge pour droit commun et on les incarcère, non comme droit commun, mais on cherche à briser leur volonté. Est-ce que le public russe, l'homme de la rue soviétique, connaît l'existence de ces camps? L'existence de l'archipel, on le connaît toujours parce que dans toute localité, il y a quelqu'un qui se trouve incarcéré. Mais bien entendu, dans les provinces reculées et à Moscou, on a une représentation différente de la chose. Moscou, en général, ne ressemble en rien à tout le reste de l'Union soviétique. Elle se trouve dans des meilleures conditions d'information et même en général de conditions matérielles. Là, la dissidence est la plus développée, alors bien qu'elle soit développée un peu partout, mais à Moscou, ça se présente évidemment de façon plus générale. On connaît un certain nombre de noms, on peut généraliser. En province, on ne connaît que des cas isolés. On reçoit des lettres, des camps. Les gens savent les leurs, connaissent le nom des leurs, mais n'arrivent pas à généraliser. Mais tout le monde sait qu'il y a des régimes aussi sévères dans les camps parce qu'il y a quand même des rendez-vous, ou bien parce que les rendez-vous, les visites sont refusées. On envoie des colis, savent à quel point le besoin de ces colis est grand. Et puis il arrive, vous en êtes un exemple, qu'on ait fini de purger sa peine et qu'on en sorte. À ce moment-là, on raconte. En effet, bien entendu. Bien entendu. Une autre question? Oui, d'abord, je voudrais dire, Alain, que nous sommes absolument submergés sous les fiches, que Anne-Marie Lamourie a beaucoup de mal à trier celles qui nous arrivent et qu'il faut absolument que les téléspectateurs, pendant quelques minutes, cessent de nous appeler pour que nous puissions d'abord prendre toutes les communications qui sont en attente. Il suffit d'ailleurs d'avoir une vue du Standard pour s'en convaincre. Oui, non, c'est vraiment ici l'affolement, mais nous nous en tirons bien. Gilbert Kahn. Oui, il y a une question qui fait suite d'ailleurs à la question que vous venez de poser, Alain Jérôme, à savoir beaucoup de téléspectateurs se demandent comment les prisonniers de ces camps arrivent à survivre, et ceux qui en sortent, on s'étonne malgré tout, je sais bien que l'URSS est grande, mais on s'étonne que d'autres, en dehors de Solzhenitsyn, n'aient pas pu parler et raconter ce qui se passait dans ces camps. Et puis, il y a une autre question qui est posée également, qui est de savoir s'il existe des camps pour les femmes et pour les enfants, et si ces camps sont très différents de ceux qu'a montré Solzhenitsyn. Dans la mesure où il y a plusieurs questions, je vais peut-être les noter. Que l'archipel existe, des renseignements ont pénétré en Occident à plusieurs reprises. Arrivé ici, j'ai constaté qu'il y a eu plus de 30 livres ont été publiés sur l'archipel depuis la fin des années 20. Mais, chose étrange, l'Occident ne voulait pas entendre ces témoignages et ne voulait pas leur prêter foi. Mon archipel était déjà dans la 4e dizaine des livres. Il a fallu plusieurs décennies pour qu'enfin cette voix soit entendue ici. Des témoins d'Occident ont prétendu que c'était mensonge. De grands penseurs occidentaux ont affirmé qu'il n'y avait pas de famine en URSS, alors que 6 millions de paysans sont morts en Ukraine et dans le Kouban. Il y a eu des procès où
des hommes publics ou des hommes de partis occidentaux juraient sur la foi du serment qu'il n'y avait pas de camp de concentration en URSS. Des voix se sont toujours fait entendre, mais dans le confort, on ne veut pas entendre la vérité. Parce que si on apprend toute cette horrible vérité, il faut faire quelque chose. Il faut tendre la main pour aider, or on en a guère envie. Cette explication psychologique me paraît être la plus importante. L'autre question sur les différents camps, je ne voudrais pas répéter ce que j'ai dit dans l'archipel. Je pense que les téléspectateurs sont également des lecteurs. Ils peuvent lire eux-mêmes comment les camps étaient organisés, les camps spéciaux pour femmes ou les camps pour mouflés, pour adolescents. En fait, j'ai sous les yeux le tome 3 de l'archipel du Goulag et vous lancez une sorte d'appel à la fin du livre, dans la postface. Vous dites, ce livre, je n'aurais pas dû l'écrire seul. Les différents chapitres auraient dû être répartis entre les personnes compétentes et ensuite nous nous serions réunis en conseil de rédaction pour corriger le tout en nous aidant mutuellement. Et vous ajoutez, je veux aussi lancer un appel, dès que le temps sera venu, dès que vous en aurez la possibilité, vous, mes amis qui êtes revenus de l'archipel, qui le connaissez bien, rassemblez-vous et écrivez un commentaire pour le joindre à ce que j'ai écrit, là où il le faut corriger, là où il le faut compléter. Autrement dit, c'est un témoignage qui vous est propre pour une grande partie, mais c'est aussi le fruit de récits dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez, vous aussi, rencontré d'autres gens qui ont été emprisonnés et vous avez consigné leurs récits dans ce livre. J'ai été dans des circonstances particulières, grâce précisément à la publication du livre Ivan Denisovitch. Ce livre, L'archipel du Goulag, je l'ai commencé avant que Ivan Denisovitch soit publié. Mais ensuite, j'ai compris que je ne pourrais jamais mener à bien la tâche. Les forces de ma mémoire, tout ce que j'ai éprouvé et ce qu'ont éprouvé mes amis, ce n'était pas suffisant pour construire un grand livre. Mais quand Ivan Denisovitch a été publié, il y a eu une courte période, quand j'ai été très bien admis en Russie soviétique, et à cette époque-là, j'ai eu comme un torrent de lettres de tous les coins de la Russie. Les anciens Zèques me racontaient dans leurs lettres, ou voulaient me rencontrer pour me raconter oralement. Et pendant un court temps, avant ma disgrâce, j'ai réussi à questionner tous ces anciens Zèques et à réunir un très grand matériel, une très grande documentation. Mais c'est alors que j'ai écrit mon livre, mais ma postface est toujours valable. Tout le matériel et toute la documentation est si immense que même de nombreux volumes ne seraient pas suffisants pour l'embrasser. Ce livre ne peut être plus grand. S'il avait plus de 3 volumes, le lecteur ne pourrait en venir à bout. Mais j'espère que viendra un temps quand dans ma patrie, sans obstacle, les témoins pourront se réunir des documents et constituer une histoire de plusieurs volumes, peut-être pas pour les lecteurs, mais pour l'histoire, pour ceux qui doivent connaître. D'autres questions? Oui, c'est Armand Jameau. C'est une question de vocabulaire qui est posée par beaucoup de téléspectateurs. Le sens exact de l'archipel du Goulag, est-ce que ça désigne un camp? Est-ce que ça désigne un ensemble de camps? Est-ce que ça désigne une partie du territoire soviétique à l'intérieur duquel des gens sont prisonniers? Les camps étaient essaimés sur toute l'étendue de l'Union soviétique et formés de petits îlots et parfois de grands. Tout ça ensemble, on ne peut pas se représenter autrement, on ne peut pas trouver d'autres métaphores que l'archipel. Ils sont séparés d'eux-mêmes, ils sont séparés comme par un autre milieu. Et ces îlots, dans leur multitude, composent l'archipel. J'ai appris qu'il y a une instruction à la radio soviétique de cesser d'utiliser le mot archipel, même dans une émission géographique. Et ce mot qui est universellement connu est maintenant interdit. Et maintenant, quand il faut parler d'un archipel, on dit un groupe d'îles en Russie. Oui, autre chose? Oui, c'est l'aventure personnelle aussi d'Alexandre Solzhenitsyn qui intéresse les téléspectateurs. Il lui demande
quels sont les plus durs moments qu'il a vécus pendant sa détention? Les plus terribles périodes de ma réclusion, c'est le début, c'est le choc, c'est le passage dans une existence qu'on pense ne pas pouvoir supporter. Et ensuite, il y a évidemment des moments particuliers, des années particulières, ça dépend de chacun. Moi, jamais je n'aurais survécu dans ces conditions. Je n'aurais jamais survécu parce que je n'avais pas de spécialité manuelle au début. J'ai survécu parce que j'ai été pris pour 4 ans dans un institut d'études et de recherche pour détenus. Alors la période la plus difficile a été la première année et ensuite les 3 dernières, celles qui ont été montrées dans le film. Mais déjà, il y avait une certaine lueur, il ne restait plus que 3 ans à tirer et j'ai appris à être le métier de maçon et c'est pour ça que j'ai donné cette profession, j'ai prêté cette profession à Ivan Denisovitch et j'ai posé les briques comme l'a fait Ivan Denisovitch. Et l'intelligentsia soviétique m'a reproché d'avoir montré que des esclaves sont entraînés, sont enflammés par leur travail. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Mais moi aussi, dans ces conditions, j'ai été entraîné par ce travail, j'ai été entraîné pour en faire davantage et pour la faire mieux. À certains moments, bien entendu. Et Ivan Denisovitch, qui n'a pas d'autre intérêt que le travail, s'il n'est pas entraîné par le travail, il mourrait spirituellement. Cet entraînement par un travail d'esclave, c'est sa façon de maintenir l'intégrité de son être. Par ailleurs, cette scène, par la suite, a permis à Khrouchtchev d'autoriser cette œuvre. Ils ont cru que de cette façon-là, je glorifiais le travail socialiste. Guy? Eh bien, Alain, nous avons pris la décision, nous tous ensemble, de ne plus poser de questions sur le goulag parce que nous pourrions aller jusqu'à minuit. Il y a d'autres chapitres de la curiosité des téléspectateurs et Marcel Julien a puisé dans ce paquet des fiches qui l'intéressent personnellement. Oui, non, il y a deux questions qui reviennent souvent. La première, venant surtout d'étudiants, fait état de l'étouffement de la pensée en URSS et pose la question, est-ce que les Russes connaissent l'existence de ces camps et notamment comment réagissent les jeunes? Et la seconde question, qu'on retrouve à plusieurs reprises et qui émane là d'un agent technique, est la suivante. Quel est, selon vous, le dessein du gouvernement soviétique en libérant Solzhenitsyn? Les questions sont différentes et je vais donc répondre séparément. Que notre jeunesse ne puisse connaître ce qui la menace. Bien sûr qu'elle connaît. Il faut bien comprendre que nous avons tout un spectre d'influence sur la jeunesse, la forcer à renoncer à la liberté de penser et adopter la façon de penser officielle. Ce ne sont pas simplement les plus dangereux, ce sont les plus dangereux que l'on met dans les prisons psychiatriques et dans les camps. Mais pour agir sur des dizaines et des centaines de milliers de jeunes, il y a d'autres moyens d'influence moins décisifs, mais ils sont cependant opérants. Si un homme sait qu'il y a une prison psychiatrique, qu'il y a un camp, il n'est pas nécessaire que chacun passe par lui. Il est possible de priver un homme de son travail. Il peut donc pas pourvoir. En Occident, vous ne pouvez pas le priver de son travail par une décision gouvernementale. Parce que si on prive de travail, j'irai dans un autre endroit travailler. Mais si chez nous, on nous prive du travail, on n'en trouve nulle part. On peut crever de faim, mais on ne trouvera jamais de travail ailleurs. Parce que la liaison téléphonique opère partout. On peut par des condamnations
créer des difficultés au travail, donner des emplois subalternes, refuser le domicile, le choix du domicile, payer moins cher. Et ces derniers temps, toutes ces dernières années précisément, l'influence sur les étudiants s'est renforcée dans les instituts, dans les écoles supérieures. C'est une chose terrible. C'est pire que toute propagande politique. Il y a tant d'heures politiques en dehors des heures de cours qui sont tellement augmentées et il faut passer des examens spéciaux pour la maturité politique. L'enseignement supérieur est tellement empoisonné que de plus en plus les jeunes refusent l'enseignement supérieur pour éviter de passer dans ce hachoir. Ils préfèrent le travail manuel plutôt que d'éviter de rabâcher des choses auxquelles ils ne croient plus du tout. Réponse à la première question. Je voudrais qu'on me précise la seconde question. Oui, alors la seconde question est... Là, j'ai peur que la question est posée de façon pas très adéquate. Le gouvernement soviétique, en décidant de ma destinée, avait la possibilité de choisir entre deux solutions, entre plusieurs solutions. Dans mon cas, voilà ce qui s'est passé. L'opinion publique occidentale a montré une fermeté, une colère à mon sujet et à propos d'Andrei Sakharov, quand nous étions tous les deux persécutés en automne 1973. Depuis longtemps, depuis de nombreuses années, le gouvernement soviétique n'avait rien entendu de tel de l'Occident. Toutes les couches sociales, indépendamment de leur appartenance au parti, avec une telle insistance et avec des conclusions qui allaient si loin, ont exprimé leur indignation avec tant d'insistance que le gouvernement soviétique a eu peur simplement. Il faut le comprendre. Quand nous voyons victoire que l'Union soviétique vole de victoire en victoire, quand nous voyons la marche triomphale à travers notre planète, à travers toute les tâches contemporaines à l'exclusion de l'agriculture, on peut croire qu'ils sont tout-puissants. Mais en fait, ils ne sont tout-puissants que quand ils ne rencontrent pas de résistance. Ce n'est pas par une décision libre du gouvernement soviétique qui m'a envoyé en Occident, mais ils ont été contraints à le faire. On ne peut parler de but que comme d'un calcul. Leur calcul, qu'ils ne pourraient pas contenir cette indignation s'ils me maintenaient en prison ou en relégation, qu'il est beaucoup plus simple et plus facile de m'exiler. Oui, mais en vous laissant partir et en vous exilant, il savait que très probablement vous feriez ce que vous faites ici ce soir avec nous, ou ce que vous avez fait aux États-Unis, ou ce que vous avez fait en Angleterre, c'est-à-dire que vous dénoncez un certain nombre de choses qui se passent chez eux. Vous savez, dénoncer plus que je ne l'ai fait dans l'archipel, ce n'est pas possible. À cette époque, en automne 73, plus exactement, en automne, ils ont réussi à intercepter l'archipel. J'ai donné l'ordre de le publier en Occident. Au début de 74, ils ont vu, je suis entre leurs mains, mais ça n'a pas arrêté l'archipel. Ils ont essayé d'entrer en pourparlers avec moi. Ils m'ont proposé de ne pas publier l'archipel. Pourquoi ils voulaient... Ils me proposaient de publier le pavillon des cancéreux. Moi, j'ai pris la décision de publier l'archipel. Alors, voilà ce qu'ils pensaient. Ils pensaient qu'ils m'avaient étranglé, mais l'archipel aurait paru tout entier et le volume 3 lui aurait paru également. Une plus grande accusation, un plus grand livre, quelles que soient mes interventions devant les télévisions, il n'y a pas de plus grandes accusations que mon livre. Est-ce que vous avez été l'objet de menaces? Vous semblez souvent craindre pour votre sécurité.
Là, il faudrait distinguer, il faudrait trouver un mot précis. Crainte, appréhension suppose la peur. Moi, je suis prêt à la mort depuis très longtemps. Depuis les premières émeutes qui ont eu lieu dans les camps des bagnards, nous étions tous prêts à affronter la mort et à la subir. Il ne me restait plus qu'un an à tirer, mais nous avions telle nausée que nous tous nous disions « tuez-nous ». À partir de ce moment-là, il ne s'est passé pas un seul mois, pas une seule année dans une autre attitude. Chaque année qui m'est impartie de plus, je remercie Dieu d'avoir pu faire un travail. Je ne crains pas pour ma vie. Je n'ai pas craint quand j'ai publié l'Archipel en Occident tout en me trouvant en Russie soviétique et ma vie se trouvait entre leurs mains. Mais simplement, raisonnablement, je sais, je reçois parfois des informations d'Union soviétique et je sais quelles décisions sont prises là-bas. Ils avaient fait le calcul à un moment donné qu'en Occident, peut-être, comme l'écrivain Tarsis, que je ne serais plus lu, qu'on ne porterait plus d'intérêt envers mon œuvre. Ayant vu que ce n'est pas tout à fait comme ça, mais que mes livres continuent à paraître, je pense qu'ils ont pris la décision, ce genre de décision. Mais, je répète, depuis 52, depuis ce temps que j'ai évoqué, il s'est passé déjà 25 ans, plus de 20. Moi je vis, mes amis vivent, nous sommes tous en vie. Si nous avions peur de la mort, nous n'aurions pu être justifiés et n'aurions pas été sauvés. Oui, vous n'avez pas répondu tout à fait à ma question. Est-ce que vous êtes l'objet de menaces? Bien entendu, de temps en temps, des lettres arrivent qui me menacent. J'en avais reçu un assez grand nombre en Russie soviétique et ici également. Sakharov en reçoit également. Il y a également des attaques par téléphone, des menaces par téléphone. Mais les menaces, évidemment, on peut les... Mais il s'agit de décisions sérieuses prises. D'autres questions? Oui, Gilbert Kahn. Oui, je voudrais rappeler, et certains de nos téléspectateurs l'ont rappelé d'ailleurs, que M. Solzhenitsyn a été libéré le jour même de la mort de Staline. Et certains d'entre eux disent que Khrouchtchev a donné personnellement son feu vert pour l'édition de son livre, du livre dont nous avons vu le film ce soir, Une journée d'Ivan Denisovitch. Et on demande également à M. Solzhenitsyn si Khrouchtchev ne s'est pas servi de ce livre pour, en URSS, pratiquer ces opérations de déstalinisation. À ce moment-là, ma libération le jour de la mort de Staline, c'est une pure coïncidence, purement symbolique. Vraiment, on ne l'aurait pas imaginé. Ce n'est pas une véritable libération, mais un passage en relégation. Mais en effet, oui, il y a eu coïncidence. S'il est bien exact que Staline est mort le 5 mars, mais personne ne sait exactement le jour de sa mort. La seconde question concernant Khrouchtchev. Bien entendu, Khrouchtchev n'a pas compris Ivan Denisovitch. Il menait son combat politique. À cette époque-là, je ne comprenais pas moi-même. Il fallait qu'il jette un atout dans la lutte avec la Chine. Il a pensé, voilà un récit qui parle de souffrance, mais en même temps, il y a un certain enthousiasme pour le travail. Imprimons-le. Khrouchtchev ne pouvait pas comprendre qu'une goutte de vérité, comme une matière qui se trouve dans l'antimatière par hasard, l'explose. Il ne pouvait pas comprendre que cette œuvre, publiée en Union soviétique, avec l'approbation du parti, ne peut ne pas être entendue dans le monde entier. 30 livres avant moi n'ont pas reçu d'audience, mais là, le parti lui-même publie ce livre et dit « ça a été ainsi ».
Les communistes occidentaux se sont trouvés dans l'impasse et tous les défenseurs libéraux de notre régime, ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils avaient fait. Au comité central, certains comprenaient, mais Khrouchtchev, lui, avait usé de son autorité en dépit de la majorité du comité central. Ils ne comprenaient pas toutes les conséquences. Ils ne peuvent pas comprendre en général l'importance de l'art et de la parole artistique. S'ils pouvaient comprendre cela, ils ne seraient pas ce qu'ils sont. C'est au-dessus d'eux. Oui, nous étions en train de nous dire que le temps passait à une vitesse effrayante. Il y a beaucoup de questions qui doivent être posées. Et oui, énormément, notamment celle-ci. Que pensez-vous, Monsieur Solzhenitsyn, de la situation des Juifs soviétiques? Il faut dire que le système communiste n'a pas apporté de bonheur, mais même d'évolution normale, en fin de compte, à aucune des nationalités de l'Union soviétique. À commencer par le peuple russe, qui est la base même de la nation russe, et des autres nations et peuples qui se trouvent à la périphérie, et d'autres qui sont essaimés à travers l'espace soviétique. À différentes époques, le régime communiste a appuyé différentes pédales. Fut un temps, tout le choc porté sur les Russes. Et les peuples mineurs ont plutôt été soutenus ou privilégiés. Mais au bout d'un certain nombre de décennies, la machine a tourné dans un sens un peu inverse. Et l'autorité centrale, au contraire, ensuite, a porté son coup sur les peuples limitrophes. Et c'est ainsi que les Juifs ont supporté la variation de cette courbe. Et actuellement, il est difficile d'imaginer une légitimation raisonnable. Pourquoi empêcher les Juifs de sortir du pays, les Juifs qui veulent sortir? Pourquoi ceux qui veulent une culture autonome, pourquoi ne pas leur donner à ceux qui restent cette culture à eux? Mais le système est si cruel, elle ne peut cesser d'être ce qu'elle est, elle ne peut adopter des solutions raisonnables ou agir par sympathie. C'est ainsi que les Juifs sont privés de leurs possibilités de développement culturel. De même, de nombreuses nations sont également privées de leur propre culture, tandis que le peuple russe a souffert le plus longtemps et au point de vue et quantitativement et qualitativement. Guy. Oui, Marcel Julien a sélectionné 3 fiches. Oui, la première, c'est que c'est la seule de ce genre, mais il faut la citer. C'est un récital anticommuniste que nous orchestrons. Alors, non, c'est une fiche sur plus de 7000. Alors, pour répondre à ça, il y a 2 questions à peu près semblables tout de même. Comment expliquer le degré de développement scientifique alors que la politique sociale reste aussi injuste? Comment pouvez-vous expliquer que ce régime de terreur permette l'éclosion de savants et d'ingénieurs, d'artistes et de grands écrivains, des performances sportives et des expériences positives dans de nombreux domaines? En d'autres termes, comment faire cohabiter le goulag et les réalisations soviétiques? J'aurais dit qu'il y a... Pourquoi il y a contradiction? L'existence du goulag contredit l'éthique, contredit les sentiments humains, contredit l'âme, le cœur, mais il ne contredit nullement une industrie gigantesque. Ce sont des domaines différents. Ce sont des questions qui ne sont pas en rapport l'une avec l'autre. En ce qui concerne le niveau technique et scientifique de l'Union soviétique, voilà quelle liaison on peut établir. Inverse, que grâce au travail d'esclaves de l'archipel, dans l'archipel, et qu'il y avait des dizaines de milliers d'intellectuels qui travaillaient dans le passé
dans des conditions d'esclaves, qui travaillaient dans des conditions où leur talent ne pouvait pas se développer, alors qu'il y avait une filature policière constante, séparée de l'Occident. Dans ces conditions, le plus haut niveau technique atteint ne pouvait atteindre ce plus haut niveau. Et voilà pourquoi l'Union soviétique maintenant si avidement cherche à prendre à l'Occident, en particulier les réussites électroniques de l'Occident, et pour sa défense, et pour la filature vis-à-vis des dissidents, et pour son industrie. Pourquoi l'Union soviétique a besoin de commerce? Précisément parce que ce niveau n'existe pas. Parce que, donc la liaison est tout à fait inverse. La relation est tout à fait inverse. Comme le travail n'est pas libre, précisément parce que les talents sont enferrés à un niveau véritablement grand, un niveau que notre pays aurait certainement atteint s'il n'y avait pas eu la révolution, s'il n'y avait pas eu toutes les catastrophes et la terreur. Ce niveau que nous aurions pu atteindre, nous ne l'avons pas. Et notre intelligentsia technique et scientifique a été persécutée, décimée, annihilée. On a été obligé de former de nouveaux cadres ensuite. Une question un petit peu brutale, mais précise. Vous n'avez jamais été communiste. Communiste en tant que membre du parti, non, jamais. Mais fut un temps, dans ma jeunesse, dans les années 30, quand tous le torrent de propagande politique, quand je lisais Lénine, Marx et Engels à l'Institut, je croyais découvrir de grandes vérités, et même à cette époque-là, nous avions une reconnaissance. Nous étions reconnaissants à Marx. Toute la philosophie antérieure, 25 ans de pensée, il ne fallait plus les lire. Grâce à Marx, il est vrai qu'il est assez difficile de Marx, mais il y a également des manuels qui facilitent le travail. C'est un terrible poison. Quand on vous dit que la vérité est trouvée, que là, la vérité est sur les paumes de la main, pourquoi souffrir, pourquoi lire tous les penseurs, pourquoi apprendre toute l'histoire de la pensée? Oui, dans ce sens-là, j'ai succombé à cette tentation, et c'est dans cet état d'esprit que je suis parti pour la guerre. Mais maintenant, c'est tout à fait terminé. Aujourd'hui, c'est tout à fait terminé. Vous n'adhérez plus en rien idéologiquement au communisme. Maintenant, ça serait un peu erroné, ce n'est pas de maintenant. Ce que, quand j'ai vu, lorsque j'étais à la guerre, la vie réelle, escatant la population des territoires que nous libérions, avec quelle espérance ils nous demandaient, est-ce que vraiment maintenant les kolkhozes seront dissous? Est-ce que maintenant, pour un retard de 20 minutes, on ne va plus nous envoyer en prison? Parce qu'on leur avait diffusé par muet des tracts de propagande. J'ai compris à ce moment-là la profondeur de ce qui s'était passé. Et ensuite, la prison, les camps m'ont éclairé de façon incomparable. Tout le temps que j'ai passé dans les camps, j'ai passé mon temps à m'entretenir avec les détenus pour comprendre l'histoire de mon pays, le sens du système, les relations avec l'Occident, ce qui se passait à l'Occident. Assez rapidement, je me suis débarrassé, et à jamais. Mais de notre temps, la jeunesse ne subit plus le même torrent, parce que dans l'évolution de tout phénomène, il y a un point maximal, ce que Hegel appelait le développement extérieur, non pas le développement intérieur. Le succès extérieur, le plus grand succès extérieur du communisme porte sur les années 30. Et ce succès ne se répétera plus jamais. Maintenant, la jeunesse, non seulement n'est pas entraînée, mais
elle a un véritable dégoût pour les dogmes, mais simplement les impératifs de vie l'obligent à recevoir un diplôme, l'obligent à ce pharisaïsme. Une autre question? Oui, Armand Jameau, une question qui revient à des centaines d'exemplaires. Oui, M. Solzhenitsyn vient de parler du marxisme. Mais à ce propos, beaucoup de téléspectateurs opposent sa position à celle de Leonid Pliouch, qui récemment à la télévision, ayant lu aussi comme M. Solzhenitsyn était victime de la répression en Union soviétique, s'est pourtant déclaré toujours marxiste. Alors, quelle est l'opinion de M. Solzhenitsyn en ce qui concerne les convictions demeurées intactes de Leonid Pliouch? Plouch, ici en Occident, dans quelques déclarations privées et publiques, a dit sincèrement qu'il ignore beaucoup de choses de l'histoire de notre pays, de l'histoire du régime, de la répression, qu'il veut consacrer maintenant son temps pour étudier toutes ces choses-là. C'est un désir sincère et ardent chez lui, mais un peu dommage que ça lui-même, ou il a été poussé par d'autres, de faire des déclarations publiques un peu avant qu'il ne puisse étudier tous ces problèmes. Plus précisément, montre comment nous, dans les années 30, nous sommes trouvés sous la coupe, bien entendu par la suite, des couches moins larges de la population. Vous avez pu faire attention, vous avez pu prêter attention, vous avez pu remarquer que Plouch, dans notre vie moderne, la terminologie n'est plus très sûre. On jette des mots qui n'ont plus une signification très précise. Plus je dis simultanément que c'est un communiste convaincu, qu'il est dévoué aux idéaux lumineux du communisme, et en même temps, il nie complètement le régime soviétique tel qu'il existe en Union soviétique, dans la mesure où j'ai compris, depuis son commencement. Qu'est-ce que cela signifie? Ou bien ce régime est communiste ou il n'est pas communiste. Là, je dis que ce régime n'est pas communiste. Alors, à partir de quel moment il n'est plus communiste? Quels sont les idéaux lumineux qu'il s'agit de reconstituer? Maintenant, il est démontré, tout le monde le sait, que notre régime a été du 25 octobre 1917 et qu'il n'a pas changé. Que tout l'archipel et que tous les systèmes de répression ont été créés par Lénine. Plus encore, ce régime était condamné à être ce qu'il est depuis l'année 1903, depuis le moment du deuxième congrès du parti, quand a été créé un parti d'un nouveau type, un parti qui était soumis à une volonté unique, sans faille. Quel idéal lumineux! Avant ce second congrès du parti bolchevique, Marx, mais dans l'édition russe de Marx Engels, toutes les éditions occidentales, après la révision de Kautsky, ont masqué cela. Dans l'édition russe de Marx et Engels, dans leur correspondance, vous pouvez voir que la même cuisine et la même manière de diriger, on la retrouve chez Marx. Est-ce que Plouch sait de quoi il parle? Et tous ceux qui sont d'accord avec lui. Et jusqu'à quand va-t-on marcher vers les idéaux lumineux? Combien de siècles et où les chercher? Oui, une autre question? Gilbert Kahn. Oui, un certain nombre de téléspectateurs reprochent à M. Solzhenitsyn d'avoir choisi pour se rendre au Chili la date de l'avènement, ou plutôt du deuxième anniversaire de l'avènement du général Pinochet au pouvoir du Chili. Et il lui pose cette question: savait-il, lorsqu'il est allé là-bas, ou a-t-il su sur place qu'il existait également au Chili des camps d'internement? Ça, c'est une question remarquable. Ça, c'est une question remarquable. À tous les points de vue, de tous les points de vue. Première question. Voilà. Cette annonce, c'est une invention des journaux. Et pour autant que je sache, c'est Le Monde qui a publié cette invention. Peut-être ce n'est pas le seul journal, peut-être c'est une agence de presse qui a diffusé cette nouvelle. C'est un mensonge d'un bout à l'autre. Non seulement je n'y suis pas allé,
Je n'y m'y préparais pas, mais je n'ai même pas reçu d'invitation. Il n'en est pas été question. Il n'y a eu qu'une invention journalistique. C'est très intéressant. D'une part, je ne sais pas, enfin, ça a été publié en bonne place, et maintenant toutes les têtes, toutes les cervelles le savent. J'ai demandé aux éditions du Seuil de dénoncer ce mensonge. Et le même journal Le Monde a publié un démenti, mais de façon assez voilée, en mauvaise place. Moi, je suis contraint maintenant, à travers le vide, à travers les téléspectateurs, de poser une question aux Français et à toute la presse occidentale. Quand j'ai été en Union soviétique, je me représentais les choses ainsi. En Occident, la presse est libre. On ne peut pas mentir. On peut toujours donner un démenti. En Union soviétique, en effet, la presse est entièrement mensongère. Et ce qu'on vous dit d'en haut. Mais quand je viens dans votre presse libre, on peut parfaitement mentir avec beaucoup d'adresse, comme dans la presse soviétique. Le même journal Le Monde a réussi à publier en gros caractères que mon discours américain était un discours pro-hitlérien. D'où ça a pu venir. Et voilà. J'ai dit simplement, en m'adressant au monde libre occidental, quand vous êtes tous ensemble, vous luttiez contre Hitler, il fallait le vaincre de ses propres mains et non pas demander à un ennemi pire encore de l'aide, à un totalitarisme plus féroce encore, qui maintenant s'est établi pour plus d'un demi-siècle. Autrement dit, je proposais au monde occidental de triompher d'Hitler sans l'aide de la Russie soviétique. Et on a dit de ce discours que c'est un discours pro-hitlérien. En ce qui concerne le Chili, je dois dire, j'attire l'attention, j'entends le mot Chili beaucoup plus souvent que je n'entends le mur de Berlin, que par exemple l'occupation de la Hongrie ou de la Tchécoslovaquie, comme par exemple de nos chambres à gaz actuelles, c'est-à-dire les prisons psychiatriques. Si le Chili n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. Je ne vais jamais porter de jugement sur des choses que je ne connais pas suffisamment. Je n'ai pas été au Chili, je ne connais pas exactement la situation. Nous jugeons les gouvernements des autres d'après les manifestations extérieures. Il y a peu de temps, il s'est produit une chose assez originale que je n'ai pas retrouvée dans la presse. Un certain nombre d'émigrés chiliens qui ont pu quitter le Chili librement sont arrivés en Roumanie. Ils sont arrivés dans ce paradis qu'ils avaient voulu faire pour leur propre peuple. Et quand ils se sont trouvés dans ce paradis, ils ont été effrayés. Ils ont demandé qu'on les relâche. Mais la Roumanie ne laissait pas partir. Avec de grosses difficultés, ils ont quand même réussi à s'échapper en Allemagne occidentale. La presse n'en a pratiquement pas parlé. Un cas assez semblable, les terroristes du Québec ont vécu au Cuba. Là, ils ont goûté du bonheur de Castro, ils ont réussi avec difficulté à s'en échapper. Tous ainsi. Ils organisent pour leur peuple le paradis dans lequel ils ne voudront pas vivre ensuite. Je me souviens de ce cas. Le Chili a proposé à la Russie soviétique, nous allons tous les deux libérer nos détenus politiques, chacun les siens. L'Union soviétique, bien entendu, n'a même pas prêté l'oreille. Mais pourquoi l'opinion publique occidentale n'a pas profité de ce moment, hein? Pourquoi on n'a pas essayé de mettre en pratique ce pari, que le Chili et la Russie soviétique libèrent leurs propres détenus? Le Chili libérait ceux qui se sont défendus ou qui ont attaqué les armes à la main, qui ont tiré, tandis que la Russie soviétique devait libérer ceux simplement qui lisent l'Évangile, qui pensent autrement. Nous n'avons pas chez nous des gens qui ont été coffrés parce qu'ils ont fait des soulèvements, ou parce qu'ils ont pris des armes, ou qu'ils ont créé des partis. La Russie soviétique n'a pas libéré un seul détenu. À ce moment-là, le Chili a commencé à libérer un certain nombre de détenus, je ne sais pas combien, peut-être une partie, peut-être la moitié des détenus, peut-être les trois quarts.
Je me souviens, Fidel Castro, le héros de l'agression d'aujourd'hui en Angola, et bientôt il va nous montrer d'autres choses en Afrique et en Amérique du Sud, a été en Chili en 71. Là, il a été triomphalement reçu pendant longtemps. Et là, il s'est exprimé non pas comme un autre, mais comme un maître. Il a dit le socialisme ne peut être établi par des voies pacifiques. Il faut toujours les armes pour installer le socialisme. Il n'a pas réussi à le faire au Chili, maintenant il le montre en Angola. Je me suis écarté de la question, mais je suis étonné. Pourquoi la presse occidentale? Moi je ne sais pas. Peut-être dans la presse on me donnera un exemple. Pourquoi pas un seul journal, pas un seul correspondant de presse n'a pas essayé d'écrire un repentir, de se repentir. Par exemple, nous, notre journal, nous avons donné une information et nous avons influé sur l'opinion publique. Ça a été une direction erronée. Nous demandons à être pardonnés. Nous avons commis une erreur. Je me suis trompé, j'ai été bête. Je ne comprenais pas. Tous ceux qui... toutes les annonces mensongères, comme ça, disparaissent comme s'ils n'ont jamais existé. Mais honnêtement, il faut quand même reconnaître même les erreurs théoriques. Une autre question? Oui, c'est Armand Jameau. Beaucoup de téléspectateurs interrogent Alexandre Solzhenitsyn à propos de ses déclarations, des déclarations qu'il a faites au cours de sa tournée américaine à propos de la détente, que Solzhenitsyn dénonce comme un danger pour le monde occidental. Deux types de questions. Pourquoi cette opposition à la détente? Et ne pensez-vous pas que la détente, par une meilleure circulation, en créant précisément une meilleure circulation des hommes et des idées, est une meilleure chance de liberté pour vos anciens compagnons de goulag? Je dois dire que depuis, beaucoup de choses ont changé. Je suis intervenu aux États-Unis, mais maintenant, l'initiateur américain de la détente refuse maintenant ce mot eux-mêmes. Cette politique est en train de changer. Mes objections étaient très simples, tout à fait simples. Je dis simplement, dans notre siècle, il faut définir les mots. Qu'est-ce que c'est la détente? La détente pour l'Occident, on comprend ce que c'est. C'est faire des choses agréables pour la partie adverse, céder, ne pas insister. Ça, on peut le comprendre. Seulement, on ne peut pas comprendre si vous, Occident libre, pourquoi vous considérez que vos limites sont les limites, vos frontières sont les frontières de la liberté. Pourquoi vous considérez que vous pouvez garder la liberté pour vous, alors que chez nous, elle puisse ne pas exister. Mais mes objections tendaient, en fait, de la part de l'Union soviétique, il n'y a pas eu un seul jour de détente. Pas un seul jour. En fait, l'Union soviétique continue la même guerre froide qu'il a toujours menée. Mais maintenant, elle s'appelle rivalité idéologique, compétition idéologique. Cela signifie que dans les profondeurs du pays, dans des milliers de conférences, de sessions d'études, on cherche à introduire dans les crânes que vous êtes des impérialistes, que vous êtes des capitalistes, que vous sucez le sang des colonies et que vous voulez continuer de faire la même chose. Cela donne la possibilité à l'Union soviétique, en quelques heures, de modifier la situation politique en quelques... Il suffit d'appuyer sur un bouton et les journaux paraîtront correspondant à cette propagande qui est menée en profondeur. Moi, je disais que je ne comprenais pas ce que c'est la détente, mais moi, je comprends ce que c'est qu'une paume bien déclarée. Sur cette paume, il n'y a pas de main, il n'y a pas de pierre. Ouvrir cette paume, et à ce moment-là, il y aura détente. Ouvrez cette paume. Mais pour cela, il faut contrôler l'armement. Il n'y a toujours pas de contrôle, c'est toujours... Il faut cesser cette lutte idéologique. Non seulement elle ne s'affaiblit, mais elle se renforce en Union soviétique. Mais comme vous êtes en train de, par vos concessions, de conforter l'Union soviétique,
Voilà quelques exemples. Il y a 2 ans, on a eu peur de moi et on m'a expulsé. Et aujourd'hui, Sakharov, vous n'avez même pas pu réussir à ce que Sakharov soit envoyé assister à la réception du prix Nobel. Aujourd'hui, vos correspondants à Moscou ont reçu un peu plus de liberté, un tout petit peu plus. Et agissant dans l'esprit de la détente, ils ne prennent pas, ils essayent de ne pas faire passer des informations désagréables afin de ne pas gêner la détente. Et voilà, on frappe à la porte de Nicolas Krukov. On est venu vérifier le gaz. Il les laisse entrer et là, il le roue de coups. Si tu vas encore continuer à faire tes déclarations, voilà ce qui t'arrivera. On continue d'arrêter dans les provinces, Vyacheslav Igrunov et d'autres, à Moscou, dans la rue, de jour. On coffre les gens, et personne ne proteste, personne n'ose même lever les yeux. C'est ça la détente chez nous. Merci. Comme résultat de cette détente, la puissance de l'Union soviétique s'est renforcée par rapport à vous, que maintenant les vis sont serrées. Ces derniers temps, vous n'entendez pratiquement rien de ce qui se passe en Russie soviétique sur les nouvelles répressions qui ont lieu là-bas. Ça, c'est la détente. Tout le monde a peur de vous faire parvenir l'information. Tout va comme si de rien n'était. Pour reprendre la question que vient de poser Jameau et à laquelle vous avez répondu, dans le même discours américain ou dans un autre, je ne sais pas exactement, enfin dans un des discours américains que vous avez fait devant le syndicat FLCIO, vous dites « Seule la fermeté permet de résister aux assauts du totalitarisme soviétique ». Et vous donnez un certain nombre d'exemples. Autrement dit, vous pensez que la détente est nocive pour les Occidentaux, c'est ce que vous venez d'expliquer, et que seule la fermeté doit payer. Je voudrais rappeler que j'interviens non pas comme un homme politique. Et quand je parle de fermeté, j'ai en vue non pas tellement la fermeté de vos armées ou de vos notes diplomatiques, mais de la fermeté de votre esprit. Ce processus, il a commencé depuis bien longtemps. Il a commencé bien avant cette détente. Il a commencé avant Munich. Il a commencé à partir de 1918. Et si on y réfléchit bien, il dure depuis des siècles. C'est un processus quand les gens qui se trouvent dans le confort ne veulent pas entendre parler des souffrances d'autrui. Voilà, vous avez fini la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passait chez nous? Notre pays était votre allié. Comment vous nous avez laissés à l'esclavage? Mais vous vouliez avant tout goûter un peu de repos, vous reposer de cette terrible Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale? Mais entre les deux, il y a eu Munich, excusez-moi. C'était la même chose, surtout repousser l'échéance, céder, continuer de céder. Et vraiment, on a fait des concessions, mais c'était beaucoup trop proche, il a fallu faire la guerre. L'Occident a adopté une position systématique et cette épreuve, il l'a traversée courageusement. Mais après, de nouveau, l'Occident a voulu se reposer, a voulu du repos. Et là, vous nous avez de nouveau renvoyés à l'esclavage. Mais c'est avec les crosses occidentales, frapper les vieillards et les enfants pour livrer les gens à l'archipel du Goulag. C'est ainsi que 1,5 million de Soviétiques ont été renvoyés dans les forêts. La masse, les foules ne le savaient pas, mais les gens éclairés, mais vos communistes qui venaient si souvent chez nous connaissaient très bien notre esclavage. Tous faisaient silence et la société était contente. Comme il est bon d'ignorer les souffrances d'autrui, de continuer à vivre dans le confort. Quand je parle de la fermeté, je parle de la fermeté d'âme. Lorsque nous, les dissidents, est-ce que nous avons des tanks, est-ce que nous avons des avions, est-ce que nous avons la possibilité d'envoyer des notes diplomatiques? Notre résistance reposait entièrement sur la fermeté de l'âme, uniquement notre poitrine. Nous n'avions que voilà notre poitrine. Nous avions la fermeté de notre volonté. Si vous avez la liberté, cette liberté, il faudra
Il faudra la défendre. Pensez, chaque année, on ne cesse de perdre cette liberté. Plusieurs pays perdent. Vous êtes comme dans une sorte d'oubli. C'est un processus qui dure depuis longtemps. C'est un processus qui dure depuis plusieurs siècles. Il a commencé sans doute quand les hommes ont décidé qu'au-dessus d'eux, il n'y avait personne, qu'il n'y avait pas d'exigence supérieure, uniquement une philosophie pragmatique, des calculs d'affaires. Cette philosophie pragmatique et ces calculs, sans obligation éthique, sans obligation morale, a amené l'Occident à cet état. Quand chacun veut jouir de la liberté, mais ne veut pas répondre et défendre cette liberté et la défendre. Mais l'homme se distingue de l'animal en sens qu'il sait non seulement ne pas jouir, qu'il sait non seulement jouir, mais également avoir un devoir et savoir se limiter dans ses désirs. Guy Darbois. Oui, d'abord, je vais passer la parole à Marcel Julien, mais je dois informer aussi bien vous-même, Monsieur Solzhenitsyn, et les téléspectateurs qui nous regardent, que nous avons l'autorisation d'aller jusqu'à 23h45. Il est 32 là. Il reste exactement 12 minutes d'émission. Oui, et quand on approche de la fin, il y a même une série de questions qui reviennent. Continuons. Et qui... si vous voulez. Merci. Et qui font état de la possibilité éventuelle d'une évolution du régime communiste à l'intérieur de l'URSS. Quel est à ce sujet le pronostic fait par M. Solzhenitsyn? Comment voit-il la Russie dans 10 ou 20 ans? Et pense-t-il, en fin de compte, qu'il y rentrera un jour? Quand j'ai été expulsé, j'ai été encore saisi par ce sentiment de fermeté que mes amis, que mes compatriotes ont éprouvé dans cette ascension progressive de cet esclavage qui fut nôtre, de cette absence de droit, pour que précisément avec nos poitrines nues, nous puissions nous défendre contre la violence. J'ai été encore saisi, j'étais encore tout pénétré de cet optimisme, et c'est pour cela je pensais qu'il est parfaitement réel qu'on peut parler des perspectives du développement, d'une évolution de notre régime. Je n'étais pas le seul à penser ainsi. Mais les 2 années que j'ai passées ici en Occident, j'ai vu dans quel état de volonté délabrée se trouve l'Occident. Là-bas, chez nous, croient naïvement que l'Occident va nous sauver, va nous tirer du malheur. Je ne l'ai jamais cru et je ne croyais pas que nous étions en droit moralement de l'attendre de l'Occident. Je considérais toujours que nous devions nous libérer nous-mêmes, non par des révolutions, non par le sang, mais nous avons perdu déjà uniquement par les guerres civiles depuis 1917 et jusqu'en 1959, à travers les répressions, nous avons perdu 66 millions d'hommes. C'est statistiquement, scientifiquement publié en Occident, et j'espère que la presse occidentale le reprendra, la presse française le reprendra. Je croyais dans cette délivrance, je pensais que par un effort spirituel, nous allions obliger le régime à céder. Mais quand je suis arrivé en Occident et quand j'ai vu l'apathie générale, cette façon de ne pas croire à la menace, et que les gens ne voulaient pas penser à la liberté des autres, ces 2 dernières années, la situation mondiale s'est notablement dégradée. Et aujourd'hui, je considère comme non actuelle la question d'une évolution favorable du régime soviétique. Je considère que cette question n'est pas actuelle. Ces dernières années, tout est donné pour une
évolution non favorable du régime soviétique, qui sera non favorable aux citoyens, aux sujets de ce régime, et qui ne sera pas favorable à l'Occident non plus. Je pense qu'il faut poser ces questions, non pas à moi, mais aux hommes d'Occident. Quelles sont les perspectives de l'évolution de l'Occident? Cette question-là, elle serait actuelle. Mais vous n'envisagez à aucun moment même dans les moments d'optimisme, si je puis dire, entre guillemets, vous n'envisagez jamais de retourner dans votre pays? Dès que cette possibilité me sera offerte, bien entendu, je reviendrai dans mon pays. Partout, et combien de temps je ne vivrai ici, je me sentirai ici comme un captif. J'ai dit depuis longtemps, mon retour dans ma patrie, ce sont mes livres. Dès que mes livres pourront être publiés en Russie, quand cet archipel pourra être lu, mais les Russes n'ont pas lu encore, à part quelques rares livres qui ont pu pénétrer là-bas par des voies détournées. À partir de ce moment-là, je considère que je suis comme retourné. Ça oui, bien entendu. Guy? Eh bien, Alain Jérôme, si la caméra nous regarde, voici en fait ces fiches qui représentent un paquet beaucoup plus important que la moyenne des fiches que nous recevons d'habitude. C'est en fait l'image des téléspectateurs qui nous ont regardés ce soir, qui se sont adressés directement à Alexandre Solzhenitsyn. Et je crois que c'est la concrétisation de ce contact que nous avons cherché à établir entre Solzhenitsyn et notre public, n'est-ce pas? Oui, cette émission va se terminer là maintenant. Je voudrais personnellement, pour Antenne 2, pour mes amis, répondre à une remarque de l'ensemble des téléspectateurs dont beaucoup nous reprochent d'avoir voulu délibérément faire une émission anticommuniste. Il n'y a aucune volonté de faire aucune émission à l'encontre de telle ou telle opinion du public en France. Solzhenitsyn est un homme d'une dimension internationale. Son témoignage est connu dans tous les pays libres. Pourquoi n'aurait-il pas pris la parole à la télévision française? Il a donné son témoignage aux Français maintenant, je pense, de l'apprécier et d'en tirer les conclusions qu'ils veulent dans un sens qui leur convient. Marcel Julien, oui, je pense qu'une des choses qui a un peu étonné également, c'est que d'habitude, il y a débat. On nous a dit qu'il n'y avait pas débat cette fois-ci. Nous avons pensé que la dimension précisément de Solzhenitsyn, le nombre de questions qui étaient posées la fois précédente et qui avaient valu le courrier après apostrophe, justifiait qu'il fût possible de poser toutes ces questions. Quant aux raisons idéologiques, si demain matin, d'où qu'ils viennent, un exilé, la fameuse phrase « l'exil est impie et vrai d'où qu'on vienne », nous aurions la même générosité, la même curiosité, et si c'était nécessaire, le même courage. Est-ce que je peux parler encore? Vous avez la Oui, parole. bien. Est-ce que je peux parler? Moi aussi, aujourd'hui, regardant directement l'objectif, j'ai éprouvé ce contact avec des millions de téléspectateurs de ce pays qui m'a tellement plu. J'ai beaucoup aimé ce pays. J'ai pas mal parcouru la France. Elle va droit au cœur. Ce n'est pas du tout un compliment. Moi, ce n'est pas mon habitude de faire des compliments. Je regrette que des spectateurs vous ont écrit en parlant de ce dialogue comme d'un concert anticommuniste. Si on peut, après le film qu'on a vu, un dialogue sur nos souffrances, l'appeler un concert, ça veut dire que les hommes qui ont posé ces questions, ils n'ont pas de cœur. Ils ne peuvent comprendre les souffrances parce qu'ils ne les ont pas éprouvées. Le mot de concert est insultant. Nos souffrances ne sont pas anticommunistes. Ce sont des souffrances humaines. Mais le communisme est anti-humain. Il faut cesser d'utiliser ces mots
qui ne sont pas naturels, anticommunistes. Nous sommes des hommes, nous voulions vivre comme des hommes. On nous a imposé un régime anti-humain. On l'a appelé communiste. Avant de terminer cette émission, Monsieur Solzhenitsyn, est-ce qu'il y a une question que le public ne vous a pas posée ou qu'on n'a pas eu le temps de vous poser à laquelle vous auriez aimé répondre? Mais non, moi je comprends qu'on peut parler beaucoup et poser encore d'innombrables questions. Je voudrais comprendre, bien comprendre. J'ai fait plusieurs interventions ces derniers temps. Ceux qui m'ont interviewé, et en l'occurrence certains téléspectateurs, cherchent à me faire répondre sur des questions politiques. Nous ne devons pas nous limiter au plan politique. Le plan politique est un plan misérable, pauvre. Il y a de la droite, de la gauche, mais elle n'a pas de profondeur, ni d'élévation et de hauteur. Jamais aucun parti, aucune n'a donné de grandes décisions, de grandes solutions humaines. La crise du monde actuel est beaucoup plus complexe. Et aujourd'hui, avec vous, en tant qu'écrivain, je dois dire honnêtement, j'ajoutais des questions plus profondes dans leur sens, signification. Mais j'ai entendu parler de concerts anticommunistes, d'élections cantonales ou municipales. Je comprends que ces questions sont bien arrivées. Je pense que ces questions profondes sont arrivées, mais qu'elles n'ont pas réussi à percer à travers la masse des questions plus superficielles. Je voudrais comprendre sincèrement, parce que nous parlons de souffrance et qu'il s'agit de politique, ce n'est pas de notre faute. Nous voulions simplement vivre. Mais notre vie a été tordue et on en a fait de la politique. Voilà d'où vient la politique. J'aurais préféré parler de problèmes spirituels, mais j'ai déjà essayé de dire la situation actuelle de l'Occident, ce n'est pas seulement une crise politique, c'est une crise spirituelle qui a peut-être 3 siècles d'existence. Cette crise vient de ce que, dans le haut Moyen-Âge, nous sommes jetés vers la matière. Nous avons voulu avoir beaucoup d'objets. Nous voulions vivre pour tout ce qui est charnel. Mais que les tâches éthiques, les tâches morales, nous les avons oubliées. Et c'est par un coup de retour tardif que nous subissons. Bien, Alexandre Solzhenitsyn, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à toutes les questions qui vous ont été posées. Je remercie également tous ceux qui nous ont prêté attention jusqu'à maintenant. Et nous allons terminer cette émission avant de vous souhaiter une bonne fin de soirée et de vous proposer un nouveau rendez-vous avec les dossiers de l'écran mardi prochain. Bonsoir.